Non, Dany, ça fait 35 ans que vous êtes confiné, c'est pas vrai. J'ai lu ça dans une interview. Un peu plus parce que ça fait 35 ans que mon premier roman est sorti en 1985. Et on commence à écrire bien avant de publier son premier livre et même avant d'écrire son livre. C'est Aragon qui disait « Tous les livres que j'écrivais du temps que je n'écrivais pas encore ». C'est un écrivain, ça commence très longtemps avant la première page. Dany Laferrière de l'Académie française avec un livre. Alors là, pour l'Académie française, c'est le 3e sous cette forme-là. C'est écrit, on va dire à la main, comme ça devrait toujours être écrit, mais c'est écrit au stylo avec des dessins et c'est d'une liberté totale. Oui, même la liberté de n'avoir plus d'encre dans mon stylo. Ça se voit à des moments. Hein. Oui, il y a des moments de fatigue et dans tout ce qui est naturel. C'est pas, disons, industriel. Et j'avais envie de prendre ce temps-là, celui de retrouver le mouvement de ma main, d'écrire, de dessiner, de penser en même temps. Parce que ça ne va pas très vite, la main. Donc il faut aussi, et on a le temps de penser. On dirait qu'il y a un rapport presque organique, quelque chose entre la pensée, l'expression poétique que l'on veut diffuser dans le livre, si l'on peut dire, et la main. On va voir défiler comme ça des pages, parce que ça se construit comme ça. J'allais presque dire, ça se construit tout seul. C'est la main qui guide. C'est la main qui guide. Le texte qui parfois traverse le dessin. Oui, la main guide, mais la main elle-même est guidée par la mémoire. Et c'est un livre que j'ai fait dans mes rêves. Et je rêve, je vois des choses. Vous savez, j'allais dire des rêves où je suis endormi et d'autres où je suis en état de veille, mais avec les yeux fermés. Je voyage souvent dans le temps comme ça et dans le temps de ma vie personnelle. Je vais à Petit Goâve, je revois les maisons où j'ai passé mon enfance, les endroits. Je vais, à Montréal aussi et un peu partout dans le monde où j'ai été, à New York, à Mexico, à Buenos Aires, à Sao Paulo, à Miami. C'est le voyage. C'est-à-dire les mots, les livres sont des voyages. Et il y a des livres dans ce livre. Oui, il y a des livres dans ce livre. Des rencontres avec des écrivains, des rencontres avec des artistes. Moi, je suis comme Borges. Borges disait qu'il était un écrivain, un lecteur qui lit. Moi, j'aime les écrivains qui aiment les écrivains, qui aiment lire. J'aime les écrivains. Je trouve que c'est un personnage. Je ne me prends pas pour un écrivain. C'est pour ça que j'ai cette distance-là. Je trouve que l'être écrivain est un personnage extraordinairement séduisant. Un homme ou une femme. Il y a quelque chose de se dédier littéralement à l'encre, de passer sa vie dans les idées, dans les réflexions, à essayer de les traduire comme ça, et en mélangeant naturellement les idées, quelque chose d'assez irréel, d'assez abstrait avec la vie quotidienne. Je trouve cette transmutation, cette alchimie est exceptionnelle. Les écrivains et les peintres aussi, j'aime les peintres aussi. Il y a des peintres aussi. Oui. Il y a des artistes, des chanteurs, il y a de la musique. Et tous les arts. Il y a de tout, tous les arts. Et ces quelques mots, évidemment, ça commence et ça finit par la mer. C'est-à-dire, au fond, quelque chose, je disais, charnel, profond, qui est de l'ordre de ce qu'il y a qui bat, comme ça. Absolument. De l'essentiel. Quand on dit la mer, on pense d'abord aussi à la mer Caraïbe et la mer caribéenne, parce que nous sommes une île aussi. Et cette île-là, on est nostalgique du départ de l'Afrique, mais aussi à ma mère. Et ma mère qui a accepté, d'une certaine manière, ce sacrifice de perdre 2 de ses hommes, c'est-à-dire mon père et moi, qui sont partis en exil à 20 ans de distance, parce qu'elle a compris que c'était important pour nous de sortir de la maison, d'aller dans la rue pour contester l'ordre des choses. L'ordre social un peu, j'allais dire, empoisonné de la dictature. Oui. Et cette image, à un moment, de la mère qui tient la main de l'enfant, de vous, Dany, et qui dit, il ne faut pas lâcher cette main. C'est vrai. C'est vrai, je crois, elle est morte maintenant, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 ans, mais je crois qu'elle tient encore ma main. Et je crois ça, tout à fait.
Ouais. Et quand on dit, et c'est le titre du livre, l'exil vaut le voyage, c'est qu'au fond de dire l'exil n'est pas forcément une souffrance. Et qu'au fond, Duvalier, le dictateur qui a causé tout ça, quelque part vous lui dites presque merci. D'une certaine manière, parce que les jeunes gens aiment beaucoup voyager, quitter l'endroit où ils sont nés pour aller voir ailleurs le reste du monde. Je ne dis pas que si on a 40 ans, on avait, disons, une vie, on n'avait pas seulement un avenir, on avait des choses qu'on faisait dans le pays et qu'on se retrouvait en exil avec les enfants. Ça peut être dommageable. Mais pour un jeune homme comme moi de 23 ans, c'était une chance de partir qu'on vous pousse dans le dos. Et puis la notion d'exil est une notion qu'on peut regarder différemment. Je crois que ce n'est pas toujours la personne qui part en exil. Et la personne qui reste aussi se retrouve en exil, c'est-à-dire n'a plus la présence, tout en ayant tout l'ordinaire de la vie de celui qui vient de partir. Ma mère avait ma chambre, mes habits, mes livres qui étaient restés parce qu'on part en exil les mains vides, presque avec un passeport. Et donc, elle avait cette absence qui la pesait d'autant plus que tout l'entourage et toute la maison lui disait mon absence. Donc l'exil aussi peut se faire par une absence qui n'est pas comblée. Et l'exil peut aller même encore plus loin parce que j'ai tendance à croire que le dictateur lui aussi est en exil de la vie. Il est emprisonné dans sa tour d'ivoire, dans son palais, et il sait très bien que le coup de poignard viendra de derrière, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de sa sécurité. Donc il vit en permanence dans cette tension d'un pouvoir qu'il pourrait perdre. Donc soit il l'exerce, soit il le perd. Et donc il n'a pas la vie quotidienne, absolument. Oui, oui. Et alors dans ce livre, il y a Paris, il y a Montréal, il y a New York, les États-Unis, il y a Nina Simone, il y a des auteurs, des écrivains qui font la bibliothèque, souvent des auteurs de l'exil. Hein. Oui, absolument. Quand on fait le défilé de toutes ces villes, on a l'impression que je suis un privilégié. C'est pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, j'ai travaillé 8 ans dans les usines avant, des situations extrêmement difficiles parce que je n'étais pas un citoyen, je n'étais pas légalement admis dans le pays. Et donc, je gagnais presque au noir. On me payait à côté et le salaire plus bas encore que le salaire minimum et obligé par l'État. Et je n'avais aucune compensation, donc aucune assurance, rien du tout. La vie était extrêmement difficile, mais j'avais choisi de ne pas me plaindre. J'avais choisi c'était possible d'aller voir Nina Simone. C'était pas cher. Et on m'avait présenté le propriétaire du bar, du restaurant, et Doudou Brassel, qui avait invité Nina Simone, Archie Shepp, il avait invité Big Mama Thornton, tous les grands du jazz. Vous savez, le jazz est un art extraordinaire parce que les grands artistes peuvent aller jouer dans des petites boîtes comme ça, où ils aiment aller dans les villes, même s'ils jouent dans les grandes salles dans la même ville. Ouais. Ils ont ce côté un peu clandestin chez eux. Et donc, je pouvais vivre ça, je pouvais marcher dans une des plus belles villes d'Amérique du Nord. Je n'allais pas être restreint par l'idée que j'étais un exilé. J'étais un voyageur dans ma tête. Ouais, ouais. Et puis, il y a des jeunes filles, il y a de l'amour, il y a de la sensualité. Il y a le vin. Vous les décidez. Il y a le vin, il y a les livres, il y a les jeunes filles, il y a la sensualité, il y a le désir. Il y a aussi ce que je n'ai pas vécu, mais que j'ai voulu mettre dans ma vie. Je peux embellir ma vie aussi. La vie ne se vit pas seulement avec ce qui nous est arrivé. Et elle se vit aussi avec les rêves qu'on a eus et pendant qu'on n'avait rien. Donc j'ai mis tout, j'ai mis la mer, j'ai mis le vin, j'ai mis les jeunes filles. Les odeurs, l'ouïe, l'odorat, l'essence. La baignoire. Oui. J'aurais pu ne pas quitter la minuscule chambre de Port-au-Prince. Il y a aussi des gens, des paysages, des chambres d'hôtel lumineuses où j'ai taché les draps blancs en mangeant des oranges, c'est vrai, hein, des baignoires roses, des gares la nuit, des rues obscures dans des villes inconnues. C'est ça votre parcours, Dany Laferrière. Des langues que j'ignore encore, entendues dans des cafés bondés le matin. Mais c'est une curiosité insatiable. Et c'est ça c'est le fait du vivant. Être curieux et vouloir voir. C'est-à-dire que la dictature plus l'exil peut vous pousser à une sorte de confinement. Vous restez enfermé dans une boîte qui s'appelle la boîte de l'exil, c'est-à-dire la petite chambre où vous êtes
dans le pays étranger. Mais on peut sortir, on peut ouvrir la fenêtre, on peut... Tout le monde a des raisons de se plaindre. Le monde est un immense cimetière. On a tous une lignée de mort dans sa vie, de douleur. Mais on voit ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, en ce moment, avec la mort de George Floyd. Voilà. Et toutes les morts aussi, et qui sans cesse, disons presque, on dirait, sont semées dans le monde. Mais on peut aussi garder cette énergie du vivant, cette grande curiosité, ce goût des choses. Et par exemple, le vin, je n'avais pas d'argent pour acheter du vin à l'époque, mais j'avais baptisé le vin, la bouteille de vin que j'achetais, du mauvais vin. Mais en le disant avec un tel snobisme, et que ça faisait donner l'impression qu'il y avait un millésime. Je disais, je vais m'acheter une bouteille de mauvais vin. Et des années plus tard, il y a un couple de Français, on est à Montréal, et qui vient me voir et qui me dit, Monsieur Laferrière, vous nous avez sauvé la vie. On est des Français, on adore le vin, on le connaît, mais on n'a pas d'argent pour l'acheter. Alors, en lisant votre livre et quand vous dites, je vais me payer une bouteille de mauvais vin, depuis là, on se dit ça, et le mauvais vin a meilleur goût. Il y a un mot qui est extraordinaire, c'est-à-dire, en quelque sorte, la vie est une récréation. Oui. Ça, vous employez ce mot comme un gamin d'ailleurs à l'école, une récréation. Ah oui, c'est un moment de fête, c'est un moment où on est obligé même de se lâcher. Et alors que la dictature voulait faire de cette vie une punition, je l'ai changé. Et c'est ça, quand je parlais du vin aussi, on peut changer le vin, le mauvais vin, en quelque chose de bon, parce que l'esprit est très fort, l'esprit humain. On a la grâce de cette élégance, de cette aristocratie de la vie. N'avoir rien, rester dans sa chambre, fermer la porte à double tour, et ouvrir Monteil, un mardi à 11h du matin. Qui peut faire ça? Donc, seul un homme riche ou un homme pauvre qui vient de payer son loyer. Un mot quand même, Dany Laferrière. Comment on vit un confinement? Comment on vit quand on est écrivain, quand on rêve le monde? Comment on vit comme ça, à un moment où les portes s'ouvrent à nouveau? Comment est-ce qu'on vit en ce moment? Comment on vit, on voit les portes se fermer et s'ouvrir. Moi, j'avais un livre à écrire, donc je n'étais pas en confinement. Je ne faisais aucune différence, vous savez. Et mon père m'avait raconté une histoire, ou plutôt ma mère m'avait raconté une histoire à propos de mon père qui a été arrêté. C'est une mythologie familiale. Et en prison, il y avait quelques prisonniers. L'un d'eux avait dessiné un bateau sur le mur et leur a dit... une fenêtre sur le mur, vous mettez votre pied, vous allez traverser de l'autre côté. Bon, alors, personne n'a cru. Mais finalement, ils l'ont fait et ils sont partis. Et mon père, qui était un dernier, lui a dit, mais pourquoi vous ne mettez pas votre pied? Il a dit, non, c'est moi qui ai dessiné la fenêtre. Et pour moi, c'était la meilleure définition de ce qu'est l'écrivain. Je dois rester en confinement pour vous permettre de vous évader par la fenêtre. Merci beaucoup, Dany. C'est chez Grasset. C'est un livre pas comme les autres. Comme Merci. Vous êtes unique, pas comme les autres. C'est pour ça qu'on aime. On aime l'exil, vaut le voyage. Ne ratez pas ce beau voyage avec Dany Laferrière. Merci beaucoup, Dany. Merci, Patrick.